On est forcément sur un film mythique, sur de l'aventure et de la survie. The Revenant, vous l'avez deviné. Donc là, on va parler de ça, on va parler de ce film qui est relativement intéressant, où on voit plein de scènes sur la survie et sur l'aventure qui a été mis en place par notre grand Leonardo DiCaprio et qui a eu un Oscar pour ça. Salut les explorateurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui va parler d'aventure, de survie au travers des films. On voit les trappeurs qui doivent partir, qui doivent s'extirper rapidement avant de se faire tous assassiner par les Indiens. Donc ils montent sur leur barge et ils prennent le large et ils disparaissent. En ayant bien conscience que derrière, il y a les Indiens qui vont les poursuivre pour essayer de les buter. Donc on a notre trappeur Hugh Glass qui est éloigné du groupe, avec son fusil en train de se promener tout seul dans la forêt. Première petite erreur. Et là c'est la scène que vous connaissez tous, la scène où il va se faire attaquer, ou plutôt littéralement défoncer par un gros grizzly. C'est très particulier sur une attaque de grizzly. Il faut savoir que c'est un animal qui a des pattes qui se font à peu près peut-être 2 fois, 3 fois les miennes, avec des griffes énormissimes, une puissance colossale. Il arrive à se déplacer, à courir très vite. Il a une dentition, c'est pas des gousses d'ail, mais c'est des trucs qui sont un requin, quoi, on a l'impression. On le voit très souvent dans certains livres liés à la survie où on explique que, il faut se grandir, se faire plus grand que l'animal en question, quitte à prendre des morceaux de bois, à prendre les habits qu'on a sur soi, de se déshabiller pour paraître plus grand et hurler, crier, montrer qu'on est beaucoup plus impressionnant que l'animal. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est logique. De ce que j'ai pu voir à travers mes différentes expéditions, on peut avoir un retour d'instinct animal, et je ne parle pas le sien, mais je parle de celui qui est en face de vous. Il peut prendre ça comme une agression et être complètement dans l'opposé. Là, il se retrouve dans une forêt. Je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est toujours garder une distance avec l'animal et notamment avoir des arbres entre lui et vous, qui va vous permettre de vous protéger un peu. Le mieux est et là c'est encore un retour personnel que je fais, parce que j'ai jamais eu cette problématique face à des ours, mais de ne pas défier l'animal, de ne pas le regarder droit dans les yeux en disant « je suis plus costaud que toi, je vais te défoncer », mais plutôt de garder l'animal à vue, de se dire « ok, je te vois, je sais que tu es là, j'ai pris conscience que tu peux me tuer, donc je recule », et donc on va à reculer, à chercher à se baisser un peu, pas à se mettre au sol pour se sentir vulnérable, mais rester debout en s'inclinant un peu, en montrant que, ok, on a compris, c'est toi le patron, c'est toi le chef, je t'embête pas. Et je m'en vais. Effectivement, l'attaque est très rapide, la parade est inévitable, on peut pas y échapper. Il a pourtant un bon comportement au début, c'est-à-dire qu'il fait semblant d'être mort pour montrer tout simplement à l'animal que, il n'y a aucune raison de continuer à essayer de le martyriser, de le torturer, parce qu'il est mort. Après, il fait une deuxième erreur où il veut prendre son fusil pour essayer de le tuer, et donc l'animal recharge et lui inflige encore et encore des lacérations partout sur le corps. C'est une erreur, il va mettre en péril le reste du groupe. Quand je fais des stages de survie, les premières choses que j'enseigne aux stagiaires, c'est vous êtes un groupe, agissez en groupe. S'il y en a un qui va pisser, il y en a un qui part quelque part, vous attendez. On essaye de rester ensemble et de faire les choses en commun. On le dit souvent, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin, c'est exactement le cas. En s'éloignant du groupe, effectivement, il a mis en danger le reste du groupe parce que l'attaque va le ralentir et une personne blessée, c'est une personne qui va vous ralentir sur la suite de la progression. Et en l'occurrence là, vous avez des Indiens qui vous courent au cul. Avoir une personne blessée, il n'y a rien de plus problématique parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de lui par la suite si on ne va pas tous se faire buter juste parce qu'il s'est éloigné à un moment donné pour aller dans la forêt. Il faut savoir que lorsque vous avez froid, vous avez plusieurs sources de radiation. Vous en avez une, c'est le soleil, on la connaît, qui vient vous chauffer toute la journée lorsque vous avez froid. La deuxième, vous avez la chaleur corporelle de quelqu'un. Se coller à une autre personne, vous allez récupérer sa chaleur corporelle, donc une autre source de radiation. Et la dernière, c'est le feu. Sauf que quand on veut vraiment avoir chaud, lorsqu'on dort à côté d'un feu, alors premièrement, ça sert à rien de faire un feu énormissime, parce qu'un grand feu fera que vous allez vous éloigner de votre source de chaleur. Mais si vous faites un grand feu, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup de ressources, beaucoup de bois, beaucoup de carburant pour pouvoir maintenir un feu relativement gros. Le mieux, c'est de faire un feu petit et d'être à proximité, comme ça vous allez limiter vos ressources et donc éviter de consommer beaucoup trop. Là, quand on regarde l'image où est positionné Hugh Glass, en fait, il se trouve à, je dirais, 40-50 cm du feu. C'est juste entre les deux, il faudrait qu'il le décale un tout petit peu encore plus proche pour qu'il puisse vraiment bénéficier de la chaleur du feu. Et puis ensuite, de l'autre côté, ce qu'on appelle faire un réflecteur. Donc ça serait par exemple positionner des pots de bête, quelque chose qui vient complètement fermer de l'autre côté de Hugh Glass. Donc vous avez le feu d'un côté, il va venir chauffer
la partie gauche de Huge Glass et ensuite le rayonnement va venir taper les pots de bête et revenir de l'autre côté. Donc ça va faire une petite bulle de chaleur. Après, quand je parle d'un réflecteur, c'est anecdotique, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner 30 degrés et ouh, c'est les tropiques, hein. Donc on a laissé notre Huge Glass laissé pour mort et il a quand même réussi à repartir. Et donc il regagne la rivière et son ultime but maintenant, c'est d'aller buter John Fitzgerald qui a tué son fils. Alors il y a une particularité à ce moment-là, c'est que notre trappeur commence à avoir froid. C'est plutôt intéressant parce qu'il a récupéré de la paille, donc des trucs relativement fins pour pouvoir constituer un nid douillet, d'accord? Et ensuite, on voit en train de taper donc avec un morceau de silex et une barre de ferraille, ce qui est relativement juste par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous prenez deux silex et vous les tapez l'un contre l'autre, vous allez faire une étincelle qui est froide, c'est-à-dire qu'une étincelle qui ne sera pas suffisamment chaude pour pouvoir démarrer un feu. Pour pouvoir démarrer un feu, il vous faut trois choses: un carburant, un comburant et une source. C'est-à-dire une étincelle, un rayonnement du soleil, peu importe, quelque chose qui va vous faire démarrer une toute petite flamme. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a donc un silex et à côté, il a donc barre de ferraille plutôt carbonée, donc ça peut être de la marcassite par exemple, et c'est ce qu'on appelle un briquet médiéval. Donc vous allez venir frapper les deux et vous allez pouvoir décrocher des étincelles du silex avec la marcassite. Pour pouvoir démarrer un feu comme ça, sachant qu'il est au bord de la rivière, donc vous avez quand même un certain taux d'humidité très important. Nous, quand on le fait avec les stagiaires, avec un briquet médiéval. Donc d'abord, vous allez utiliser ce qu'on appelle une matière carbonée pour pouvoir récupérer cette petite étincelle qui va s'échapper du morceau de silex. Pour pouvoir le faire, vous allez prendre par exemple un morceau de tissu, d'accord, une boîte en métal que vous allez percer juste sur le dessus et vous allez découper plein de morceaux de tissu que vous allez mettre à l'intérieur. Et cette boîte, vous la balancez dans le feu. Ça va cuire à l'étouffer et en fait, la matière qui sera à l'intérieur, le tissu, il va devenir carboné. Il n'aura pas brûlé, il n'y aura pas eu de combustion à l'intérieur, il aura juste cuit à l'étouffer. Et ça sera une bonne matière remplie de carbone. Ce petit morceau de tissu, vous allez le poser délicatement avec la marcassite et puis le silex et vous allez venir frapper pour essayer de décrocher des petits morceaux de silex et donc des étincelles. Et là, vous allez avoir une étincelle qui va se positionner délicatement sur votre tissu carboné. Et ce même tissu, vous allez le prendre et le nid que vous voyez qui pose en plein milieu du sol, et bien ça, il faut le récupérer, le reconstituer. Et donc, quand vous avez récupéré cette petite étincelle positionnée sur votre coton, votre tissu carboné, vous allez prendre ça délicatement, le poser à l'intérieur du nid, venir fermer et ensuite recréer les mêmes conditions pour faire une combustion parfaite, carburant, comburant et la source, et venir souffler tout doucement, recréer du comburant, c'est-à-dire de l'air à l'intérieur, et vous avez le carburant, donc toute la matière, toute la paille qui est autour, vous allez souffler et là, vous allez avoir un feu. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de taper, tac, et puis ça prend tout de suite comme ça. À moins qu'il ait, je sais pas moi, un litre d'essence à côté et en fait on le voit pas pendant le film, il fait comme ça, mais ça marche pas. On peut pas démarrer un feu juste en tapant comme ça, en espérant que ça puisse prendre les quelques brindilles. Je peux vous assurer que sur des stages de survie, rien qu'avec un fire steel, quand on a de l'humidité autour, on a froid, on a faim, des fois on met 1 heure, des fois plus, pour allumer un feu. Donc notre trappeur se trouve au bord de la rivière et les Indiens sont juste à côté, ils ont des fusils, ils ont des arcs, ils ont retrouvé sa trace. Vous avez probablement une température de l'eau qui doit avoisiner les, je sais pas, 3-4 degrés. Depuis le début, il est en train de manger des os de bison, il mange des racines, il s'est fait défoncer par un ours, il a des plaies, il a des asticots qui sont en train de le bouffer, il est en train de pourrir. Oh God! Il n'a pas beaucoup dormi, il y a des mecs qui lui courent au cul pour le tuer, donc il va dans l'eau, et là, c'est parti, il part pour une petite balade dans une eau à 3-4 degrés. Première chose qui est très intéressante dans l'eau, c'est ce qu'on appelle de la lecture de rivière. Quand on fait du kayak ou de l'hydrospeed, avant d'être soit un bon nageur, soit un bon kayakiste, il faut savoir lire la rivière et comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Vous avez généralement 3 veines d'eau. Vous avez une veine d'eau principale, celle qui est au milieu, celle où vous avez le fond de la rivière beaucoup plus prononcé. Vous avez les zones secondaires, les veines d'eau secondaires qui sont sur les côtés et les veines d'eau tertiaires qui sont proches généralement de la rive. Plus vous êtes sur celle du milieu, on va dire la numéro 1, plus ça va aller vite. Plus vous êtes sur les côtés, moins ça va aller vite, plus vous allez avoir le temps. Quand on fait de la descente de rivière, si vous n'avez pas d'équipement, si vous n'avez rien du tout, on nage pas en étant la tête en aval, mais on a la tête en amont. Aval, amont, amont vers le haut, aval vers le bas. Donc vous mettez la tête vers le haut et vous mettez vos pieds devant vous, ce qui vous permet de vous protéger. S'il y a quelque chose, vous pouvez appuyer avec vos pieds et pas l'inverse, parce que si vous avez des branchages, n'importe quoi, ça peut vous transpercer. Quand on regarde le plan à ce moment-là de ce qui se passe sur la descente, etc.,
je pense qu'il doit rester entre 15 et 20 minutes dans de l'eau à 3-4 degrés, en étant glacé, en n'ayant pas mangé, en étant affaibli, en étant blessé, en ayant des personnes qui vous tirent dessus. Donc mentalement, c'est quand même très stressant. Il termine sa petite balade après presque 15-20 minutes et il arrive. Et la seule chose qu'il fait, il s'arrête sur le bord de la rivière, il sort de l'eau, il va juste se mettre plus ou moins à quatre pattes et il va faire un truc du genre... ça s'arrête là. Il souffle et ça s'arrête là. Donc il a ses vêtements qui sont trempés, il a les pieds glacés. Les extrémités sont quelque chose d'extrêmement important à préserver quand vous êtes dans un environnement glacial. Il faut savoir que le corps fonctionne relativement bien sur la régulation thermique, mais vous avez les organes vitaux qui sont le cœur, le cerveau et les poumons qu'on doit préserver. Le reste n'est pas vital pour l'organisme. Donc si vous avez froid, eh bien, vous avez forcément un influx sanguin qui va remonter des jambes au niveau des bras pour venir se stocker à cet endroit-là pour pouvoir protéger eh bien, le centre masse. Le reste est complètement glacé et c'est pour ça qu'on a des personnes qui se font amputer soit des doigts, des pieds lorsqu'on fait des ascensions en pleine montagne parce que malheureusement le sang vient venir protéger le centre masse et pas le reste. Balèze. Moi, je fais de l'immersion en eau froide dans un congélateur, je peux vous assurer, c'est pas ça. On l'enseigne très souvent dans les stages de survie. Leave no trace. Lorsque vous faites un feu, assurez-vous que lorsque vous partez, eh bien celui-ci est éteint, qu'il ne va pas se propager et tout cramer. Mais c'est surtout aussi par respect, parce que vous n'êtes pas les seuls à venir emprunter gratuitement, naturellement, la forêt, les montagnes, etc. Pas les seuls, vous avez des animaux, vous avez d'autres personnes, et donc il faut respecter l'environnement dans lequel vous êtes. Là, on est sur quelque chose de bien plus poussé, on est sur de la survie, sur de l'aventure. Son but, c'est de retrouver la personne qui a assassiné son fils, donc on n'est pas du tout dans la même logique. Et vous, si vous partez faire de la rando, si vous partez faire un peu de bivouac et vous avez envie de faire un feu, leave no trace, de partir en laissant l'endroit le plus propre possible. Moi, ce que j'utilise, c'est un bras zéro, et c'est vraiment très très bien. Donc c'est comme une cotte de maille un peu, avec 4 piquets en ferraille pour pouvoir se positionner. L'avantage, c'est que vous êtes hors sol. Donc vous n'avez aucune trace au niveau du sol de votre passage. Donc personne ne peut voir si vous avez fait un feu. Effectivement, c'est une notion extrêmement importante dans la règle de 3 de Xavier Maniguet, qui est une règle qui base vraiment tout sur votre priorité dans la survie. Ça arrive bien plus tard, mais on parle de 3 mois sans hygiène. Et c'est vraiment le cas. L'hygiène, c'est pas de ne pas se laver, parce que j'en connais qui ne se lavent pas pendant des années et ça va très bien pour eux, mais c'est pas ça, c'est vraiment de l'hygiène, par exemple les dents, les yeux, ou alors dans son cas, eh bien, d'avoir été blessé par un animal et de ne pas pouvoir se soigner. Et en fait, ce qui risque, c'est gangréner, c'est de perdre un membre, c'est d'y laisser la vie. Mais prendre soin de son corps, prendre soin de ses yeux, de ses dents, de sa peau, etc. Si on est blessé, si on vient gangréner, là dans un environnement où il fait très froid, eh bien effectivement on peut avoir des difficultés, des engelures, et après il va falloir à un moment donné sectionner, couper, parce qu'on n'a pas une irrigation correcte au niveau du sang. Si vous êtes dans la jungle et que vous vous faites piquer ou vous êtes mordu par quelque chose, ou alors vous vous coupez malheureusement avec votre machette, parce que ça peut arriver, vous êtes dans un environnement où il fait très chaud, beaucoup d'humidité, et donc là ça peut pourrir, et c'est pareil, à un moment donné il va falloir sectionner le membre pour pouvoir continuer. Donc prendre soin de soi, extrêmement important. Quand on veut faire un feu, c'est pas le soir même, parce que vous êtes positionné autour de votre bivouac, de se dire « Ouh, allez, on fait un feu, on l'allume et ça part ». Un feu, ça se pense le matin pour le soir. Donc vous allez commencer à regarder tout ce que vous pouvez trouver, toutes les petites choses à glaner. Ça peut être des herbes sèches, mais ça peut être également tout ce que l'être humain laisse derrière lui. On peut retrouver des pneus. Donc découper un morceau de pneu de voiture, ça marche très très bien avec un briquet pour allumer, ça vous fait un allume-feu qui est parfait. Moi, quand je descendais le Mékong, ce que je faisais, c'est qu'en descendant, vu que les gens jettent leurs déchets directement dans le fleuve parce qu'ils n'ont pas les infrastructures nécessaires comme on peut avoir nous, eh bien je trouvais souvent des claquettes. Donc je prenais toujours une claquette, hop, j'avais un mousqueton et je le clipsais sur mon sac, et donc j'avais 3-4 claquettes qui se pendouillaient à côté de mon sac. Et le soir, eh bien, je prenais juste mon couteau, je coupais un morceau de la claquette avec le briquet et ça faisait un allume-feu parfait pour démarrer rapidement en toutes circonstances. Yuzglas est vraiment très affaibli, il est sur le cheval. Donc première chose à faire, il va allumer un feu. Je ne sais pas si allumer un feu aurait été la chose que j'aurais faite en premier, parce que vous avez beaucoup de vent. Et il s'arrête, alors il s'arrête, c'est pas un choix, hein. Yuzglas tombe par terre, en fait il est dans l'incapacité de marcher. S'il n'aurait pas été blessé, ou comme ça, je ne me serais pas arrêté à cet endroit-là. J'aurais été dans un endroit où on avait un environnement naturel qui vient complètement arrêter le vent. Dans son cas, il n'a pas le choix, il doit se positionner ici, mais vous avez pas mal de vent, vous n'avez que des arbres
c'est en plein hiver, donc on voit qu'il n'y a pas du tout de feuilles sur les arbres. Donc il faut d'abord stopper le vent, stopper eh bien, ce courant d'air qui est horrible et puis surtout qui va vous mettre à rude épreuve pour pouvoir démarrer un feu. Donc là, j'aurais d'abord commencé par monter l'abri pour stopper le vent et ensuite j'aurais démarré le feu à l'intérieur de l'abri pour avoir cette petite bulle de chaleur. Donc là, il le fait dans l'autre sens, donc il fait un feu tout simplement comme je vous expliquais tout à l'heure, avec il met à l'intérieur et il va venir souffler. Le feu démarre, on a notre petit point rouge, on continue à souffler jusqu'à ce que la boule de feu vienne. En fait, un feu fonctionne, c'est comme de la pyrolyse. C'est pas parce que vous mettez une flamme que ça fonctionne, c'est parce que la chaleur à l'intérieur du foyer, donc vous avez plein d'air qui est coincé par toutes les petites branches, et le fait de souffler, de faire monter la température à l'intérieur, ça fait de la pyrolyse, à un moment donné ça monte en température, et boum, ça prend feu. Très intéressant parce qu'il ne va pas construire un abri en partant de tous les débris qu'il va trouver autour, il va abattre un arbre, mais il ne va pas l'abattre au niveau du sol, il va l'abattre à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50. Et il va se servir en fait de l'arbre qui est abattu et va poser une fourche dessus et il va faire comme un tipi, comme une tente et il va poser les morceaux de bois eh bien, sur le dessus pour vraiment constituer quelque chose de plus ou moins hermétique. Il va récupérer les pierres pour les faire chauffer. Ça ne va pas faire une bouillotte, mais ça va lui permettre de garder la chaleur et d'avoir, eh bien, par conduction, de pouvoir rayonner la chaleur qui a été emmagasinée dans la pierre. Et franchement, si vous avez un pote comme ça, c'est la meilleure chose parce que c'est vraiment important d'avoir cette relation et de se dire je peux compter sur lui, il peut compter sur moi et je peux compter sur lui. Et c'est très important dans ces situations d'être pas individualiste, d'être centré sur soi-même et d'être tourné vers l'autre et de prendre soin de l'autre. Donc là, il l'a mis sous l'abri qui est plus ou moins hermétique. Ça lui permet d'enlever les habits qui sont probablement encore bien trempés par rapport à ce qu'il a vécu avant, de soigner ses plaies. Et puis ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire augmenter la température à l'intérieur. Donc il va prendre des pierres qu'il a récupérées, les coller contre la neige, ça va faire de la fumée, de la vapeur, et donc ça va lui permettre de se réchauffer, d'avoir cette bulle de chaleur, parce que quand on est dans un hammam, si vous êtes complètement fermé, on commence à avoir froid sur l'évaporation quand il y a vraiment évaporation. Quand vous êtes, je ne sais pas moi, si vous partez par exemple faire de la plongée, vous allez mettre une combinaison, vous n'allez pas avoir froid, parce que la combinaison que vous avez portée, eh bien, vous allez avoir une fine pellicule d'eau qui va rentrer à l'intérieur, et c'est cette fine pellicule d'eau qui va être chauffée par le corps, qui va vous protéger eh bien, d'une eau qui va être à 2-3 degrés. Là, c'est le même principe, vous allez mettre les pierres à l'intérieur, ça va vous faire une bulle de chaleur comme dans un hammam, et c'est complètement fermé, donc vous allez garder la chaleur à l'intérieur. Et la scène que tout le monde attend, eh bien, c'est forcément celle-ci. Vous aviez l'attaque du grizzly, et puis ensuite eh bien, la scène du cheval où notre trappeur va venir éventrer le cheval, enlever tous les viscères, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir se cacher à l'intérieur du cheval. Je ne sais pas si c'est vrai, je me suis encore jamais mis dans un cheval ou dans un dromadaire ou un chameau, mais dans la logique, oui, ça marcherait très bien parce que vous avez quelque chose de complètement hermétique et le fait de pouvoir fermer, eh bien, effectivement, on est plutôt au chaud, même si l'animal est mort récemment, vous avez encore la chaleur de l'animal, donc ça va vous permettre de vous réchauffer à l'intérieur. Seul inconvénient, c'est qu'il faut être capable de pouvoir rester à l'intérieur d'un animal qui doit puer la mort, le sang. Après, là, on est sur quelque chose d'intéressant parce qu'on est en plein hiver, il fait très froid, donc il laisse les viscères à proximité. Vous seriez sur un environnement, par exemple comme un dromadaire ou un chameau, ne laissez pas les viscères, tout ça à proximité, mais mettez-les à 30-40 mètres le plus loin possible pour justement éviter d'avoir d'autres prédateurs, parce que si vous avez froid et vous avez faim, eh bien, il y en a d'autres qui ont exactement les mêmes problématiques que vous, donc mettez les viscères le plus loin possible, comme ça vous évite eh bien, d'avoir des animaux mal intentionnés qui viennent à proximité pour venir ramasser les trucs qui traînent, etc. Et puis pourquoi pas vous en même temps, quoi. J'espère que ça vous a plu, les explorateurs. Encore un film extraordinaire avec des images de dingue, oufissime, avec un storytelling de dingue et surtout eh bien, pas mal de notions de survie sur la partie froide, la partie la plus difficile parce qu'on parle de régulation thermique très régulièrement à travers ce film, les 3 heures de régulation thermique. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous lâcher des commentaires eh bien, si vous avez encore d'autres films que vous aimeriez qu'on puisse traiter pour la suite. Et puis je vous dis à très vite. Merci à vous.